Ce qu'on a invité, Catherine Soljou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse qualifiée FNRS à l'UMONS en philosophie des sciences. Alors vous avez une biographie franchement riche et complexe, de Berlin à Bruxelles, des études culturelles à Berlin, puis un doctorat, puis 2 post-docs à Bruxelles. Pfiou, parcours original. Oui. Non ? Oui. Je ne sais pas si c'est si original que ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs aussi en Belgique, et notamment aussi à FNRS, qui n'ont plus forcément fait la trajectoire classique aspirant, puis postdoc au FNRS et ainsi de suite, mais qui viennent aussi de l'étranger. Oui. Et puis vous avez sauté des classes quand vous étiez petite, donc vous étiez une très bonne élève durant toute votre période d'études. Pas toujours. Au tout début, j'étais très bonne, puis après, j'ai eu une petite période où l'école m'intéressait franchement beaucoup moins qu'avant. Je pense comme beaucoup pendant l'adolescence. Et après, je suis redevenue une bonne élève. Alors, première partie de votre recherche, j'ai envie de dire de jadis, mais c'est exagéré, c'est remettre l'humain et une autre imagination au cœur de la médecine, en créant notamment un groupe Ding Ding Dong autour de la fameuse maladie d'Huntington. D'ailleurs, ça rime un peu. Oui, est-ce que c'est au tout début? En tous les cas, c'est mon début, disons-le comme ça, dans le monde francophone et en Belgique, ou plutôt entre la Belgique et la France. C'est un collectif qui s'est fondé avec toute une série de personnes et à partir de l'expérience d'une personne en particulier, Alice Rivière, qui avait fait une très mauvaise expérience avec l'annonce d'un diagnostic présymptomatique pour cette maladie de Huntington, que vous avez déjà mentionnée. Qui est dégénérative. Oui. Qui est, dont la médecine dit qu'elle est neurodégénérative en tous les cas. Donc nous, on a toujours dans le collectif préféré de parler de neuroévolution ou de neuroévolutive. Donc, en tous les cas, cette personne avait fait une expérience vraiment désastreuse avec cette annonce présymptomatique, donc où on lui prédisait un futur désastreux, dégénérant, sans espoir, etc., où la médecine avait un peu foiré, pour le dire comme ça. Et comme elle était connectée à tout un réseau, mais par exemple à Bruno Latour, un sociologue, philosophe des sciences très important en France, mais aussi à l'ethnopsychiatre Toby Nathan, qui est français aussi, mais aussi à la philosophe des sciences Isabelle Stengers, assez connue peut-être en Belgique, aussi Vinciane Després, etc. Oui. Elle a pu connecter cette expérience désastreuse pour demander à toute une série de personnes s'ils voulaient faire partie d'un collectif, mais qui s'engageait à penser d'autres manières de vivre avec cette maladie. Pour surtout prédire des diagnostics et remettre de l'humain, remettre de la réflexion dans la prédiction d'une maladie. Exactement. Et c'est donc dans le cadre de ce collectif, en tous les cas, moi, j'étais très vite devenue la personne à qui on avait quasiment commandité une réflexion autour de cette question de la prédiction diagnostique. J'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle « L'épreuve du savoir, proposition pour une écologie du diagnostic ». Voilà. Et qui, à la fois, essaie de comprendre comment ou pourquoi la médecine moderne est très mal équipée, en fait, pour bien gérer cette puissance ou ce pouvoir, en fait, de pouvoir prédire des maladies à des personnes qui ne sont pas encore malades, pas encore symptomatiques, qui ne sont pas encore des patients, en réalité. Pourquoi, donc, elle est très mal équipée à la fois à un niveau épistémologique, c'est-à-dire au niveau de ses connaissances, mais aussi déontologiquement mal équipée pour le faire, et puis aussi pourquoi les dispositifs dans une consultation ne sont pas forcément propices pour pratiquer une telle chose qui relève presque de l'oraculaire ou de la prophétie. Et c'est là que la philosophe des sciences intervient. Alors, une question un peu personnelle. Quand vous allez chez votre médecin, c'est la philosophe qui regarde comment il se comporte pour le diagnostic? C'est vrai qu'il doit avoir peur, le médecin, quand il vous voit venir. De prime abord, il n'a peut-être pas peur parce qu'il ne me connaît pas forcément. Ma généraliste me connaît. Oui. Mais d'autres médecins, en effet, ça c'est des formations professionnelles. Oui. Forcément, quand je vais chez un médecin, j'y suis toujours aussi autant que presque ethnographe de la situation. Voilà, la chercheuse est là aussi. Oui, et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de faire des remarques à un médecin en lui disant
Mais là, vous ne m'avez pas bien accueilli, vous n'avez pas bien fait ça. Ce n'est pas très grave parce que moi, j'observe ça plutôt parce que je fais ceci et cela dans ma vie. Mais ne faites pas ça avec d'autres patients. Chercheuse, 24 heures sur 24. Alors, avant d'aborder un autre aspect de votre recherche, vous faites aussi des travaux académiques, notamment autour de Bruno Latour, le philosophe de l'écologie politique bien connu. Oui, tout à fait. Mais notamment, on a organisé avec un autre chercheur, d'ailleurs au FNRS, Didier Debèze, qui est à l'ULB, qui est en philosophie. Avec lui, mais aussi avec un théologien français. On a été, d'une certaine manière, commandité encore par Bruno Latour avant qu'il ne décède en novembre 2022, de continuer à nous intéresser à une œuvre qui est un peu moins connue que beaucoup d'autres de Bruno Latour, qui s'appelle « L'enquête sur les modes d'existence » et qui porte un sous-titre assez parlant aussi, une anthropologie des modernes, mais qu'il considérait comme une œuvre non accomplie d'une certaine manière, un premier jet d'un grand projet pour mieux comprendre ce qu'ont été les modernes, mais aussi ce qu'ils pourraient encore devenir, tout en s'intéressant à tous les... comment est-ce qu'on peut dire? En gros, à la toxicité qui est interne à la modernité. Et donc, on a commencé d'organiser toute une série d'événements, et notamment un plus grand colloque en début de cet été, et à partir duquel on est en train de penser un livre collectif de reprise de certains de ces modes d'existence pour une publication. Alors actuellement, votre recherche porte sur les biais, les présupposés des faits, des preuves et des données en médecine jusqu'à Madagascar. C'est tout à fait vrai. En fait, mon projet avec lequel j'ai commencé mon poste de chercheur qualifié au FNRS était une recherche vraiment mais critique sur ce qui s'appelle la médecine basée sur les preuves ou les faits, pour mieux comprendre d'une certaine manière les biais qui sont internes, mais rien qu'à la recherche médicale, par exemple, dans les essais cliniques randomisés à double aveugle, où souvent mais la composition des cohortes, par exemple, qui sont choisies excluait certaines ethnies, excluait aussi pendant très longtemps, excluait en tous les cas, ne représentait pas justement les femmes, etc. Disqualification, quoi. Voilà. Et maintenant, ça a un peu changé, ou plutôt il y a une couche qui s'est rajoutée à ça, et c'est la question de l'intégration des médecines traditionnelles, notamment dans les pays du Sud global, dans les systèmes de santé. Ce qui est prôné en fait par l'OMS, d'intégrer ces médecines traditionnelles dans les systèmes de santé. Oui. Et il y a des tensions entre les praticiens à Madagascar, comme il peut y avoir des tensions en Belgique entre les homéopathes et les allopathes. C'est un peu la même chose. C'est pas très loin, en effet. Oui. Donc on a commencé à Madagascar, par un hasard d'une certaine manière, mais je pense que c'est utile parce que parfois on peut analyser des choses au loin pour pouvoir aussi formuler des critiques par rapport au système ici, plus facilement parce que personne ici ne se sent de prime abord attaqué. Donc ça, c'est une chose. Oui. Et peut-être la deuxième, c'est que, oui, en effet, à Madagascar, ces guidelines de l'OMS ont tendance à produire, c'est ce qu'on observe en tous les cas, un effet domino de la disqualification d'une certaine manière, parce qu'il y a des praticiens, tradipraticiens, qui sont reconnus par le ministère de la Santé là-bas. Il y en a d'autres qui, par exemple, utilisent encore aussi les esprits, la sorcellerie, etc., qui sont maintenant déconsidérés aussi par leurs collègues. Donc, c'est là où il se passe quelque chose qui mérite d'être analysé et mieux compris, je pense. Donc vous êtes une sorte d'interniste des sciences, puisque vous brassez plusieurs sciences humaines dans votre recherche. Je ne sais pas si je suis une interniste, mais c'est une belle image, parce qu'en effet, en médecine, l'interniste doit connaître un peu de tout, d'une certaine manière. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas tout, mais il est vrai que je mobilise plusieurs disciplines, c'est-à-dire la philosophie, donc quand j'ai besoin de concepts, l'histoire, quand il s'agit de mieux comprendre comment on est arrivé à une certaine situation,
et ainsi de suite, mais jamais en abstraction ou de manière générale, mais toujours par rapport à un problème bien précis dans l'actualité, en fait. En vous écoutant, on a l'impression que pour les futurs médecins, il faudrait des cours qui parlent beaucoup de cela. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas comme s'il n'y en avait pas du tout. Hein. La question est toujours... 15 heures. Oui, moi je donne 15 heures d'épistémologie aux étudiantes de médecine et biomédecine à Mons. Mais dans le master, maintenant, quand même, de médecine, c'est obligatoire d'avoir au moins des cours d'éthique et de déontologie, mais aussi un peu d'histoire de la médecine. Mais en effet, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là. Et il y a certains collègues qui l'ont déjà commencé. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait ensemble, notamment avec une collègue de Liège, Florence Kemex, un MOOC. C'est un instrument massif en ligne, etc., de formation aux humanités médicales. Et je pense que ça serait très utile que ça soit pensé de manière plus systématique de comment enseigner ces questions-là dans les facultés de médecine, mais ce n'est pas actuellement non plus totalement absent. Alors, vous êtes en couple avec un chercheur, vous avez des enfants. Est-ce que vous travaillez avec des horaires en béton ou en carton pour être créatrice? En carton, mais relativement bétonné, disons-le comme ça. Nous, on a trouvé un système qui n'est pas mal. On a des jumelles qui ont 12 ans. Donc ça commence à être un peu plus facile aussi. Mais on a trouvé un système où, en principe, chacun est responsable d'une semaine. Et puis l'autre semaine, des enfants, de la maison, de tout ce qu'il faut faire au quotidien, et l'autre a un horaire beaucoup plus libre. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur, bien sûr, LN24, mais aussi les sites de la Libre, de l'ADH et de l'Avenir. On se retrouve mercredi prochain avec Olivier Luminet, spécialiste des émotions, et Christine Bastin, elle travaille sur un test diagnostique pour la maladie d'Alzheimer. À la semaine prochaine.